Hey, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir, ceux qui sont déjà connectés, on est avec des invités ici en place. Il nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. On a un sujet assez chaud de l'heure aussi, mais un paquet d'informations utiles qui vont rentrer en place. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. On a Steve Poisson. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Toi, Yann, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, grosse journée, gros week-end, fait beau. On a eu le temps de se promener pas mal. Hmm? On a aussi une petite animatrice avec nous qui est juste à côté. Comment ça va, Kélia? Bien, Oui, c'est ta première fois devant un écran? oui, Oui, t'es-tu nerveuse? un peu. OK, bon, on va te cacher. Bon. Parce qu'on va présenter aussi la personne notre invité ce soir, Notre qu'on- invité vedette. Louis. Comment ça va, Louis? Ça va très bien. Comment ça pourrait aller autrement? 4 jours en ligne, 23, 25, 28. La neige est sacrée son camp, je ne sais pas où. Les champs sont verts ou presque, verts par place, ça c'est sûr. Il y a même des petites feuilles de sortie sur certains arbres. D'un hiver qui avait l'air à s'éterniser et peut rendre, c'est dans 4 jours, ça a changé bout pour bout. Merveilleux. Fait que vous autres, si on parle maintenant de chasse au chevreuil, écoute, le sujet de ce soir, je trouve ça hyper intéressant que c'est toi qui viens en parler parce qu'en fait, nous autres, c'est des destinations qu'on connaît moins. On a deux personnes de l'équipe qui chassent au Manitoba. C'est un peu les seules informations qu'on a à l'interne. Tu as guidé dans trois provinces différentes. Les gens, je pense, regardent des destinations autres parce que la qualité de chasse au Québec, je pense qu'elle est en pente descendante, peut-être pas partout, mais nous autres, dans zone 7, on ne sait plus ce que c'était avant, puis dans zone 4, c'est encore pire. Toi, Louis, est-ce que tu crois que les gens regardent ailleurs pour cette raison-là? Ça, je ne gagerais pas là-dessus. Je veux dire, là, si je regarde la clientèle que moi j'ai touchée en 35 ans, là, en Anticosti, en Saskatchewan, en Alberta, et qu'est-ce que je vois là, en Ontario, j'aurais plus tendance à dire c'est les vrais passionnés qui vont dans ces places-là, et c'est ceux qui, évidemment, ils ont des beaux dollars en extra, là, parce que c'est des destinations, pour la plupart, qui coûtent quand même un certain montant d'argent. C'est sûr que, puis tu te débrouilles un petit peu en anglais là, pour deux de ces trois destinations-là, c'est toujours plus plaisant. Mais je pense pas que, je dirais que l'Ontario, oui, mais là, on n'en parle pas à soir. Donc, Non. les autres provinces, c'est pas nécessairement relié à la qualité de chasse du Québec, selon moi. OK. Mais toi, t'en penses quoi de la qualité de chasse au Québec, toi, personnellement? Moi, personnellement, en parlant de qualité de chasse, forcément, il faut aborder l'espèce de cavale RTLB qu'il y a eu, l'étude, et on peut descendre il y a 15-18 ans quand nous, on a parti Quality Deer Management Association au Canada. Il faut tout englober ça. Et je suis obligé d'être d'accord jusqu'à un certain point avec les biologistes que c'est tellement relié aux rigueurs de l'hiver. Par contre, je suis aussi obligé d'être d'accord avec le groupe de Unis pour la faune que ce ne serait pas difficile de changer quelques petits points de gestion pour améliorer considérablement la qualité de chasse. Et l'étude, ben, ça m'a déçu personnellement parce que en cours de route, il y a eu des changements dans le plan de gestion. Moi, je n'ai pas trop crié parce que je me disais, ils vont trouver une manière de pondérer, ils vont trouver une manière d'enligner les résultats en fonction du changement. Ils vont nous expliquer comment ils ont analysé tout ça. Et là, on a le fameux micro-rapport qu'on a eu. Et je m'aperçois que moi, je ne mettrais pas mon nom sur ce rapport-là, là, avec mon bac en biologie. Je ne toucherais pas à ça. Là, Là, on parle parce bien du que rapport sur la zone 6. c'est la zone L'étude sur 6. la Là. zone 6. Ça fait que là, ils nous disent pas qu'ils ont pris attention aux nouveaux changements, aussi au ça. Donc, c'est décevant, c'est nébuleux. Moi, j'aurais fait en sorte, quand le plan de gestion embarqué, d'avoir un buffer alentour de la 6 pour la protéger. J'aurais mis des lois pour la protéger encore 2 ans pour finir l'étude comme il faut. Mais là, c'est dur de tirer des conclusions face à ça en tabarouette. En tout cas, moi, je n'arrive pas avec les conclusions à eux. Et je suis toujours quelque part entre
l'UPF ou le groupe et quelque part entre les biologistes du gouvernement. Peut-être que je suis un modérateur tout le temps, là, mais puis l'UPF, là, je lui lève mon chapeau, là, puis je suis d'accord avec ce qu'il revendique. C'est la manière que moi, je n'ai pas aimé, j'ai dit tout le temps. Pour le reste, mais je comprends l'autre bord que les biologistes, ils ont un problème de communication, puis ça semble être pas pris au sérieux, mais ça, c'est à grandeur c'est le gouvernement complet. La CAQ, c'est un gouvernement qui, malheureusement, ferme les communications. Ils ont l'air à communiquer, mais ils ne communiquent jamais rien. Non, exact. Ça se reflète avec la gestion aussi. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que je pense pas que les Québécois s'en vont chasser ailleurs à cause de la qualité. Donc, OK. Je vais commencer avec Anticosti. Vous m'interrompez si vous trouvez que ça n'a pas d'allure et si les questions arrivent en cours de route, là, écoute, là, moi, je fais ça à la bonne franquette. C'est parfait. Bon, d'abord, je vais faire une courte historique. Moi, je suis rentré en Anticosti en 1988. Pour certains, là, ça peut paraître loin, il n'était peut-être même pas né, parce que c'est il y a 35 ans passés quasiment. Là. Et, bon, la raison, peu importe, c'est pas important. Je sortais de l'école, de l'université. Pour moi, là, j'allais voir l'Ir Nord pour peut-être faire une maîtrise. Et bon, il s'est développé une passion de chevreuil. Et j'ai commencé. À l'époque, il y avait plus de chevreuils qu'aujourd'hui. Mais ça n'a pas été... Moi, je n'ai pas connu les super années qui se sont passées après que je suis parti. Moi, ça a été dans les années, on va dire, où c'était très bien et il y avait des variances en fonction de la rigueur des hivers. Et c'était des années où on commençait à entendre parler pas de l'Outaouais, de l'Estrie comme destination de chasse aux chevreuils, qu'il y avait de plus en plus de chevreuils, là, puis nous autres, on ne savait même pas. Là, Et c'est des années aussi, c'est 5 ans avec que Milo Henson tue son record du monde en Saskatchewan. C'est là que moi, j'ai commencé. Okay. On commençait à entendre parler de la Saskatchewan. On avait des clients qui nous disaient qu'ils allaient chez des amis en Saskatchewan, puis qu'ils voyaient des 10, puis des 12, puis c'était fou. On ne croyait même pas ça parce qu'on se disait, ben voyons donc, des 10 puis des 12, on en tue 3-4 dans l'année, nous autres 5-6, puis eux autres, ils voyaient ça à pelleter, ça ne fait pas de sens. Fait que ça, c'est l'époque que moi, j'ai commencé. À cette époque-là, à aujourd'hui, là, il y a eu plus de chambardement de l'habitat d'Anticosti que les 100 ans avant. Si on dit qu'ils ont mis le chevreuil à la fin des années 1800, là, au début de 1900, 1901, 1902, jusqu'en 88, là, il y a eu moins de changements dans toute cette époque-là. La population de chevreuil a monté. Ils ont grugé. Il y a des espèces qui se sont mises à disparaître, comme le bouleau, le trembe, etc., et toutes les graminées, parce que là, la population de chevreuil est venue trop élevée. Les chevreuils se sont mis à maigrir. 200 livres, 180, 150. Moi, quand je guidais, là, tuer un boc de 150 livres vide, c'était un gros boc. Souvent, là, ça jouait là, des 4,5 à 6,5, 7 ans, 8 ans, ça jouait dans le 135, à peu près. Là. On échappait de temps en temps. Comme moi, en 10 ans de guidage, le plus gros boc vide pesait 189 livres. C'est ce que j'ai réussi de faire tuer de plus gros. En panache, là, j'ai fait tuer peut-être 3-4 bocs de 13-14 pointes. Bon, non, pas 3-4, 2 que je me rappelle. Puis peut-être en 10 ans, une 30-35 bocs de 10 points en montant. 3-4 par année. Ça, c'est combien de chasseurs par année environ, Louis? Bon, moi, j'ai commencé... mes 2 premières années, j'étais dans un plan américain à Aquila, où Maxime Dubé a chassé lui aussi, et où les gars de l'autre gang, là, tournée de film chasse à pêche, ont été chassés dans ce secteur-là. Et à cette époque-là, je guidais 15 parties les 2 premières années de 2 gars. Ça faisait 30 chasseurs, potentiellement 60 chevreuils. Les succès de l'île à l'époque, que je me rappelle, c'était à peu près 1,6 chevreuils par client. Puis moi, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que j'étais à peu près 1,8. J'ai rapidement connu du succès. J'ai aimé ça, puis j'étais jeune, en forme, puis j'avais une formation qui m'aidait un peu aussi. Puis j'étais un des rares qui pouvait marier une boussole avec une carte. Là. À cette époque-là, là, des GPS, ça n'existait pas. Des caméras de surveillance, on ne savait même pas que ça existerait un jour.
Puis un GPS, de toute manière, on ne pouvait même pas croire qu'un jour, une affaire de même existerait. Là. Donc, mais après 2 ans, je suis tombé dans un camp où là, j'étais tout seul avec mon terrain, comme 110 km². Et j'avais 4 à 6 gars, mais souvent c'était 6 gars, puis des fois 8 gars. Puis c'était 18 parties par année. Fait que calculé, là, je touchais entre 80 et 90 chasseurs, tout seul. Je rentrais là le 30 août, à peu près. Le 25 août, il me donnait 5 jours à ouvrir mes trails. Ça commençait le 1er septembre, puis ça finissait le 2 décembre. Quand, moi, personnellement, là, fin octobre, début novembre, quand le bon commençait du rut, moi, ma pile commençait à être à bout. Là. Puis ma fuse était courte. Puis mes meilleurs résultats ont toujours été septembre et octobre. En novembre, je devenais quasiment un guide moyen. Okay. Parce que j'étais trop fatigué, trop à un moment donné, ça faisait 2 mois là, que je courais comme un malade non-stop. Les gens, y étaient-tu exigeants côté grosseur de chevreuil? Ou... Non. Ça, c'est la fausse interprétation qu'on se fait. Bon an, mal an, là, il y a 35, il y a 25, il y a 15, il y a 5 ans, et l'année passée, là, tu pourrais mettre ça sur un graphique, là, puis le succès de l'île, c'est à peu près 1,5 à 1,75 chevreuils par client. Rarement, ça dépasse plus que 1,75, puis ça va en bas de 1,5. Rarement, ça joue là-dedans. C'est ça la fourchette de succès. Okay. Et pour les bocs, et là, je ne vous parle pas des bocs matures, là, je vous parle des spikes jusqu'à le plus gros que tu vas pouvoir tuer dans l'île, là. Les bonnes années ont été fessées à peu près à proche 60% de la récolte. Mais c'est souvent proche de 50%. Ça veut dire que il se tue un boc spike en montant par client pour une femelle veau. À peu près bon an, mal an. C'est sûr que quand tu prends de novembre, c'est le rut. Ce pourcentage-là monte. Mais ils ne se tuent pas nécessairement toutes des 2,8, 2,8, 2,8. Là. Moi, j'ai des chums qui vont là encore à tous les années. Là. Puis, ils sont contents de tuer un boc mature, 3,5 en montant, et de ramener une belle femelle. Puis, ils commencent à être conscientisés à l'idée que pourquoi je tirerais un spike? C'est plus petit qu'une belle grosse femelle. Puis, l'année prochaine, il va peut-être être plus gros. Mais de penser t'en aller là, et que tu vas ramener 2,8 ou 2,8, 10, 12 avec 3,5 en montant, ça se fait, là, écoute, mais pas 3 semaines. C'est pas réaliste d'avoir ça comme objectif. Écoute, il faut que c'est pas ça, Anticosti. Anticosti, c'est la destination en Amérique du Nord. Et ça, là, je pèse mes mots pour que les gens le saisissent et le comprennent. C'est la destination en Amérique du Nord, la seule place où tu peux partir avec ton lunch, ta carabine ou ton arc, faire de la chasse fine toute la journée avec un vent propice pour toi et voir du chevreuil puis avoir du résultat sans avoir de pollution, sans avoir d'autres chasseurs, sans entendre l'industrialisation du sud du Québec, la commercialisation, tes voisins, tes ci, tes ça, là, il n'y en a pas d'autre place pour ce gibier-là en Amérique du Nord pour le chasser de cette manière-là. Et c'est pour ça que les pourvoyeurs ne veulent absolument pas rentrer l'appontage-là, parce que c'est l'essence de la chasse de l'île. Fait qu'il faut que tu t'en vas là, et c'est tellement vrai que moi, aujourd'hui, retourner guider là, malgré que je suis rendu à 50, presque 8 ans, je serai un meilleur guide si mes clients voudraient me croire sur parole et accepter de bouger moins. Parce qu'à mon époque, à moi, là, on faisait de la chasse fine ouvert au bout, vent en face, puis on avançait, puis on avançait, puis on avançait, puis on avançait. Et nos messieurs mal habillés, moins en forme, eux, on les faisait s'asseoir à des places, mais c'était difficile parce que c'était vendu. Pour tuer des beaux bocs, il faut que tu avances, vent en face, puis tu couvres du terrain. Tu t'en vas dans les tourbières, des chablis, des bords de transition, puis tu t'en vas.
aujourd'hui, c'est sûr que retourner, je gérerais mes clients différemment. Moi, je marcherais comme ça. Les gars qui sont en forme, bien habillés, je les ferais marcher encore comme je marcherais. Mais aussitôt que les gars auraient des désavantages physiques ou de l'habillement, l'équipement, bien là, je les ferais faire de l'affût sur des transitions d'habitat ou des morceaux de chablis ou des habitats que je lui donnerais un point de GPS, puis aller s'assire là. Puis c'est pour ça que je dis que ce serait bien plus facile, parce que c'est de la technologie nouvelle que moi, je n'avais pas à mon époque. Là. Écoute, moi, j'ai fini de guider à l'île d'Anticosti après 10 ans. Là. J'étais un des rares qui avait vu mon terrain d'en haut des airs parce que le propriétaire avait un hélicoptère, puis il nous avait donné à quelques guides quelques heures de vol. Fait qu'on pouvait voir un peu plus parce qu'on avait des cartes topo à 50 millième. Là. Tu ne voyais rien là-dessus. Là. Non, non. Fait que, tu sais, on part de loin. Là. Puis quand tu dis installer tes clients à l'affût, tu les installais sur une souche, un peu partout dans ce que tu trouvais. Là, c'est là que ça a peut-être changé un petit peu sur ça. C'est qu'à un moment donné, à guider, rapidement, je me suis aperçu, en étant sur le même terrain, puis en étant chum de... Moi, je m'étais mis chum de... comment je dirais ça? Je suis tombé chum avec possiblement les quelques meilleurs guides que les 50 guides de la pourvoirie. Fait qu'on échangeait beaucoup d'informations. Okay. Et rapidement, je me suis aperçu que le chevreuil d'Anticosti avait un très petit territoire. Et ça, les gens comprennent peut-être pas la notion de territoire comme il faut. Quand on est en forte densité de chevreuil, ben, tu peux être en forte densité pour des raisons autres que la qualité de l'habitat. Parce qu'il n'y a pas de prédateurs, parce que les hivers ne sont pas trop rigoureux et peut-être parce que la pression de chasse, overall, est pas très importante. Tu sais, Anticosti, c'est 3 mois de chasse, mais c'est 3 mois, pas un gars aux 30 autres. Là. Tu sais, comme moi qui avait 110 km², je recevais 6 gars par 5 jours. 6 gars sur 110 km², c'est 25 000 autres. Là. Tu comprends que quand même qu'on va chercher 10 chevreuils dans sa semaine-là, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vit dans le sud du Québec. Fait que c'est pour ça qu'Anticosti a monté en termes de densité, pas beaucoup de chasse, pas de prédation, des hivers relativement cléments pendant longtemps. Et là, ça a fait que le chevreuil, pour survivre, il est obligé d'apprendre à manger d'autres choses, puis à manger moins, et maigrir, rapetisser, et vivre cordé un sur l'autre. Et il s'est comme aperçu que ça ne me donne rien d'aller 2000 pieds par là. Il n'y a pas plus de bouffe là qu'ici. Puis il n'y a pas plus là que là. C'est manger partout. Il gère son énergie. Puis comme ça, quand tu apprends que les terrains sont petits, ben, si tu transfères ça en information de chasse dans ta tête, ça veut dire que les chevreuils vont repasser plus souvent à la même place. Parce qu'ils n'ont moins, ils ne marchent pas moins Anticosti que dans l'Estrie. Là. Quand c'est le rut, ils roulent au bout, puis quand ils ont faim, ils cherchent la bouffe. Puis quand il fait fret, ils marchent un peu plus que quand il fait chaud. Mais s'ils vivent sur 250 arbres, 200 arbres, 125 arbres, ben, puis tu l'as vu une fois, il est bien plus facile à retrouver que s'il vit dans le sud du Québec sur 800-900 arbres. Puis là, il est dérangé par la pression de chasse en plus, etc. Fait que ça, moi, j'ai découvert ça, pas pour tout le monde. Je veux dire, moi, il n'avait pas d'études comportementales du chevreuil Anticosti. On ne savait pas. Les études, c'est nous autres qui les faisaient. Ouais. Fait que moi, je me suis aperçu de ça maintenant en voyant des bocs à répétition, à le manquer en septembre, à le repogner en novembre, ou un gars le revoyait en octobre. Puis là, j'ai dit, tabarouette, il est toujours à la même place, ou pas loin. Puis là, parler avec un autre guide, puis un autre guide. Puis là, quand ils ont commencé à bûcher l'île d'Anticosti de manière intensive, ça, c'est dans les années 96-17 que le bûchage a commencé, 18. Il y a eu la chaire de recherche qui est rentrée. Ils ont rentré de l'argent, ils ont rentré des chercheurs, des maîtrises, des doctorats, des postdocs. Ils ont pogné les chevreuils, ils ont mis des colliers, ils ont touché un paquet de types d'études différents sur les habitats, sur le comportement du chevreuil, etc., etc. C'est là qu'ils nous ont confirmé un paquet de choses qu'on savait déjà, dont les territoires des chevreuils sont petits en Anticosti. Et là, je dis, est-ce que ça a changé? C'est que la densité de population a baissé. Il y a moins de chevreuils qu'il y avait. Donc, il y a plus de nourriture de disponible.
Donc, ça pourrait être tentant pour du chevreuil d'explorer, puis de se promener plus, d'avoir des plus grands terrains parce qu'il y a un peu moins de monde pour te chicaner. Fait que c'est pour ça que je dis, ça a peut-être changé comportementalement parlant un petit peu cette partie-là. Là. Ça fait que sinon, si ça n'a pas changé parce que ça commence à être génération après génération ancré dans j'ose pas dire ça, là, génétiquement, parce que c'est 4-5 générations, ça n'a aucun rapport avec la sélection naturelle. Là. C'est bien trop vite, puis il n'y a pas d'études biologiques qui montrent que ça change aussi vite que ça. Plus d'adaptation, d'avoir suivi ta mère quand tu avais 2, 3, 4, 5 mois, qui t'amène là, qui t'amène là, qui t'amène là, qui, elle, n'en couvre un peu plus grand, ce qui fait que toi, tu as appris à marcher plus, à fouiller plus. Bon, peut-être qu'il y a eu un changement, mais je crois que ça ne doit pas être majeur, ce changement-là. Ça doit rester du chevreuil, d'après moi, qui a encore des petits territoires. Fait que ça, quand j'ai connu ça, ça m'a beaucoup aidé pour les chasseurs qui étaient moins habiles physiquement, là, en tout cas pour le style de chasse que moi je faisais. Là. Puis tu conseilles quoi aux gens? Parce que là, si je comprends bien, c'est une destination pour faire de la chasse fine, pour voir du chevreuil, des beaux paysages, un environnement propre, mais tu conseilles quoi comme préparation aux gens? C'est quoi que ça l'implique d'aller sur l'île d'Anticosti? Ben, ça l'implique entre 3500 et 6500 pièces. Oui, ça c'est le gros point. Bon, mais, tu sais, des fois, je dis à ma blonde ou à des chums, et je suis un mi-sérieux dans ça quand je dis, si j'avais les moyens, bon, je serais capable de me payer une chasse en Anticosti, mais je veux dire, ça reste que ça prend une semaine de chasse. Moi, je n'ai pas tant de semaines que ça. Et pour les mêmes dollars, je ne suis pas sûr si c'est ça que je voudrais me payer. Mais destination de chasse pour destination de chasse, j'aimerais mieux me payer à chaque année Anticosti que me payer l'Alberta. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux plus me geler les chenolles, comme on dit, là, puis être des journées complètes à ne plus bouger. Okay. Tu peux aller en Alberta, tu peux aller en Saskatchewan puis faire de la chasse fine. Tu peux faire ça. Mais tu vas avoir de la misère en Alberta de te trouver un pourvoyeur. C'est pas le type de chasse. C'est ça. Et si tu y vas parce que tu es sponsorisé par un local, un peu comme Charles Doris il va avec son frère, là, ben, tu peux marcher toute la journée, faire de la chasse fine. Sauf que moi qui ai guidé là 7 ans en ligne, puis qui est retourné après faire du film 2 ans, dans mes années de guidage, j'envoyais du chevreuil à marcher d'un bord puis de l'autre dans le bois en novembre. Là. Mais les plus belles journées de chasse puis les plus gros chevreuils, c'est mes clients qui les voyaient à pas bouger. Ils me battaient tout le temps dans la journée, eux autres, ou presque tout le temps. Il y a eu des fois, et quand moi je voyais à marcher et à me promener un super beau chevreuil, ben c'est parce que je t'ai arrêté à quelque part. C'est parce que j'avais découvert un spot que je disais, waouh, c'est hot, là, je ralentissais, je mangeais ma sandwich là, je checkais ça un peu, où est-ce que je suis rendu, puis tout ça. Puis là, j'entendais craquer, quelque chose arrivait, pouf, un super boc qui m'apparaissait dans la face. Fait que c'est pas une marche, c'est pas la chasse fine directement. Là, ça serait plus souvent marche, arrête, marche, arrête. C'est sûr que moi, retourner dans l'Ouest, ça va être ça que je vais faire. Fait qu'on soigne en Alberta, puis on finira avec le Saskatchewan. On prend l'avion pour l'Alberta. Parfait. Bon. C'est une bonne manière d'avoir ça parce que c'est le principal problème des provinces de l'Ouest, c'est le fait de perdre une journée dans l'avion en partant. Anticosti, il y a eu ça longtemps, mais comme les pourvoiries se sont bâties des pistes d'atterrissage, c'est beaucoup plus vite maintenant. Il va les cours. OK, on arrive en Alberta. C'est un peu comme Anticosti, dans le sens que quand moi je suis arrivé là, c'était en 98, on était dans les meilleures... On finissait le pic des meilleures années, là. On commençait à peine à diminuer dans la qualité. Et on était... on chicanait pas, mais on se comparait avec la Saskatchewan à côté, puis on comparait nos chasses, puis puis les pourvoyeurs étaient très compétitifs. Moi, je suis atterri dans un pourvoyeur que beaucoup de monde considérait comme un des peut-être les 3 meilleurs pourvoiries en Alberta. Le groupe de propriétaires, il était 2, là, ils étaient fanatiques, ils étaient dédiés à le business.
Puis il était dans un très, très bon, il était dans un très, très bon secteur de l'Alberta. L'Alberta, c'est pas bon partout. Si tu tires une ligne centrale, dans plein centre de l'Alberta, en partant des États-Unis jusqu'au territoire du Nord-Ouest, là, à l'ouest de cette ligne-là, vers les Rocheuses, c'est nettement moins bon qu'à l'est de cette ligne-là. Par contre, ça s'améliore vers le nord. Quand tu montes vers le nord, puis tu arrives au niveau de Peace River, de Falaire, des petits villages là, par là, là, l'ouest vient à aller presque toucher la qualité de l'est de la province. Mais dans cette province-là, si tu divises la province en 4, tu voudrais être idéalement dans la partie nord-est de la province, qui veut dire, entre exemple, là, tu vas prendre Lloydminster, qui est sur la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan, tu vas descendre à Edmonton, puis là, tu vas monter en belle ligne droite, sur la frontière Saskatchewan-Alberta, puis en belle ligne droite au nord d'Edmonton, là, ce grand carreau-là, c'est de loin le carreau le meilleur pour les chevreuils. À cause de l'habitat ou... Oui, à cause du type d'habitat. Il y a plusieurs raisons. Le type de sol est supérieur et c'est une partie qui a plus de forêt que les 3 autres morceaux. Puis les gens oublient que le chevreuil, là, c'est une bête de forêt avant tout. Il bénéficie de l'agriculture. C'est sûr, c'est clair. Là, vous avez juste à regarder chez vous dans 6, 7, 5, comment il y a de chevreuil comparé à Swing dans le coin de Port-Neuf en montant à Mont-Tremblant et compagnie. On n'a pas de terre agricole de cette qualité-là. On a beaucoup moins de chevreuil. Bon, eux autres, c'est la même chose. Sauf qu'à un moment donné, quand il n'y a plus assez de couverts, là, ça devient problématique. Parce que le chevreuil, la femelle, elle ne va pas mettre bas dans le milieu d'un champ d'un champ de pois ou d'un champ d'avoine, là, pas de cachet, etc. Mais si tu es dans un secteur qui a 4 km par 5 d'avoine, puis de canneberge, puis pas de canneberge, de canola, il n'y a pas de chevreuil là-dedans. Là. Il n'y a pas de cachette. Là. Ça fait que ça, là, le nord-est de l'Alberta, c'est la place où l'agriculture est mieux mariée avec le reste de l'habitat. Et c'est aussi la place où les populations locales d'Albertains est la plus basse. Okay. Et il n'y a pas beaucoup de villages, puis il y a des pourvoyeurs, mais des villageois, il n'y en a pas beaucoup. C'est très important parce que l'Alberta est une histoire de pression de chasse, comparativement à la Saskatchewan. La différence entre les deux là, est principalement sur la gestion de la chasse. Okay. La Saskatchewan, on a le droit d'apporter. Ça a eu ses points forts et ça a ses points excessivement faibles aussi. Tandis que l'Alberta, que tu n'as pas le droit d'apporter, n'a jamais eu le point fort que pouvait amener l'apportage, mais a toujours eu les points forts que l'apportage a perdu. Exact. Puis là, je vais élaborer là-dessus un peu. Parce que ça va être important pour décider où vous voulez aller chasser. Quel genre de chasse vous voulez faire. Parce qu'en Alberta, tu ne pourras pas chasser sur un appât. Si tu es sur un appât en Alberta, puis tu es sur un pourvoyeur, il est en train de braconner. Non, c'est ça. Puis si tu es sur un appât, mais tu as été invité, tu es en train de braconner. Donc, tandis qu'en Saskatchewan, si tu es sur un pourvoyeur, 98-99% des pourvoyeurs chassent exclusivement sur des appâts. Ça fait que tu dois t'attendre qu'en Saskatchewan, tu vas vivre exactement le même type de chasse qu'au Québec en termes pas d'action, mais de technique. De technique. Comment tu vas la faire? Tu vas être assis dans une tour ou dans une cache à terre et tu vas regarder 1, 2, 3 appâts toute la journée puis les environs. C'est ça que tu vas faire comme technique de chasse. Ben, en fait, tes meilleurs habitats là, en Alberta, les types de forêts sont feuillus en dominance ou il y a le mix? Bon. Tu as raison, on swing en Alberta avant de... Ben, c'est ça, je veux pas trop aller en Saskatchewan tout de suite. En forêt, là, forestièrement parlant, l'Alberta et la Saskatchewan ont des forêts relativement similaires. Okay. Où ça change un peu, c'est quand tu arrives en Saskatchewan puis tu te déplaces trop vers l'est.
Et là, le type de sol et de forêt commence à changer. Je vous en parlerai tantôt de ça. Quand on sera au Saskatchewan pur, là, je vous parlerai de ce changement-là et qu'est-ce que ça peut faire sur votre chasse. Mais si tu te tiens dans la partie ouest de la Saskatchewan, dans la partie est de l'Alberta, ça se ressemble beaucoup, les habitats. Okay. Tu peux pogner des gros morceaux où c'est des forêts de trembles matures, assez pures. Puis là, tu peux pogner des morceaux mixtes. Tu peux pogner des baisseurs avec de la swamp, puis de l'épinote noire, puis de la pessière, là. Et évidemment, le nombre de chevreuils va changer en fonction de ça. Les places où il y a le plus de chevreuils, c'est des forêts mixtes matures. Puis ça ressemble beaucoup un peu à l'orignal, là, au Québec. Là, les gars, quand tu regardes où ce que vous chassez là, avec vos cartes, vous cherchez souvent du conifère, du sapin baumier mature qui commence un peu à tomber, là, du 70% de couvert au lieu de... Et là, il commence à avoir une sous-étage. Exact, de la bouffe en sous-étage. Il y a de la bouffe, il y a de la cachette, il y a de l'abri le vent, il y a de l'abri de la pluie, il y a tout là-dedans. Là. Puis les prédateurs ne peuvent pas aller trop vite là-dedans. Bien, le chevreuil en Alberta et en Saskatchewan, c'est pas mal là que c'est le mieux là aussi. Okay. Si tu peux trouver des stands, des morceaux de terrain là, avec encore de la grosse épinette blanche, puis du mix, là, avec des bons morceaux de tremble à travers ou tremble mix, puis quelques étangs castors, puis un peu d'humidité, puis une swampette de temps en temps. Beaucoup de diversité, là. C'est sûr que tu es en business comparativement à une forêt de tremble pure, ou évidemment, comparativement au bord des champs, ou encore ou une swamp totale. Là. Fait que, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent aller en Alberta, si tu vas par des pourvoyeurs, et malheureusement c'est le cas, ça va être dur de vous trouver des pourvoyeurs à cause que vous êtes québécois. On n'a pas laissé une bonne réputation avec le temps, malgré que les guides québécois ont une excellente réputation. Le client, le gars qui tire, est trop facile. Il n'accepte pas de passer, il n'accepte pas de revenir, pas de chevreuil, et il va souvent se contenter des premières chasses qui va là, du 130 boules de croquette. Premier body point, 135, 140, il est au paradis, là. Mais le pourvoyeur, lui, là, c'est pas ça qu'il la veut, plupart des pourvoyeurs sont déçus et pas contents. Parce que 140 cette année, dans 2 ans, il va être 160, peut-être 170. Et c'est comme ça qu'eux autres gèrent le pourvoirie. Les pourvoyeurs sérieux, là, c'était ça à mon époque, là. Fait que, imagine-toi que 20 ans plus tard, là, c'est encore juste pire, là. Et moi, j'ai vu des pourvoyeurs, téléphone, il y a un accent, c'est un français, il raccroche, là. Fait que, mais si vous y allez avec des chums, vous êtes parrainés, ben là, c'est pas différent, dans le sens que si tu veux tuer un gros boc un jour, là, il n'y a pas 1000 solutions. Tu tires pas tout ce qui est plus petit que ce que tu espères. Exact. Point à la ligne, ça finit là. Mais c'est ce type de discipline-là qu'il faut que les chasseurs aient quand ils vont dans l'Ouest, parce que sinon, ils vont tuer tout le temps des petits bocs, puis ils vont se contenter toujours de des moyens bocs dans le début de semaine ou des plus petits à la fin de la semaine. Puis, il faut que tu sois dans une bonne place et que tu mettes beaucoup d'heures de chasse. On s'entend-tu qu'au Québec, c'est un peu la problématique qu'on vit aussi, justement. Les gens, ils n'acceptent pas de ne pas récolter. C'est un peu le problème aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pas surprenant qu'on ait cette réputation-là, malgré que c'est fort probablement, la majorité, c'est les plus passionnés d'entre nous qui vont dans ces destinations-là. Mais reste qu'au Québec, c'est exactement ce qu'on vit aussi, là. Ben absolument. C'est le même chevreuil. C'est les mêmes notions biologiques, là. Là, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est que ça fait, la pression de chasse, et quand tu commences à tricher sur les scores, puis etc., etc. On va parler de pétrole. Le secteur nord-ouest que je vous parle, où il y a beaucoup de chevreuils, c'est aussi le secteur névralgique du pétrole en Alberta. C'est la place en Alberta, c'est Fort McMurray dans le nord, c'est Lac-la-Biche au centre, puis Cold Lake, puis une ligne qui descend vers Edmonton plus au sud. Là. Tout ça, là, mais Fort McMurray, là, c'est la mecque plus ultra du pétrole mondial. Là. Quand moi j'ai commencé à guider là-bas, c'est là 25 ans, il commençait à bâtir une nouvelle autoroute pour se rendre. Il y en avait une, elle commençait à jammer. Et il commençait à rentrer plus de travailleurs. À un moment donné, il s'est mis à rentrer des Terre-Neuviens.
parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs à Terre-Neuve, c'était une main-d'œuvre qui était qualifiée, qui était travaillante, etc. Ils parlaient le langage, mais c'est des chasseurs. Et là, eux autres, ils ont vite pris à twist. Et là, il y avait tellement de Terre-Neuviens qui travaillaient à Fort McMurray jusqu'à Lac-la-Biche, dans les différents plants de pétrole dans le bois d'un bord et de l'autre, qui avaient leur propre compagnie aérienne, qui voyageait de l'est à l'ouest du pays et qui rentraient à Le Monde. Et comme ils passaient 8 puis 9 mois en Alberta, ils sont devenus résidents. Ils pouvaient appliquer, ils étaient plus que 6 mois par année là, ils pouvaient appliquer pour devenir résidents, donc il y avait le droit de chasse. Okay. Et il y avait le droit aussi d'inviter des amis, d'inviter 2 gars sur le classe C de guide. Et tu as vu, là, pendant cette période-là, qui a duré à peu près 7-8 ans, la qualité de chasse de l'Alberta dans ce secteur-là baissait, parce que les Terre-Neuviens, ils ne venaient pas chasser des trophées. Ils venaient chasser des chevreuils. Ils venaient ramener de la viande, puis un papier rack en montant. Ils s'en foutaient, c'était un beau chevreuil, bang, 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 bang. Ça tombait d'un bord et de l'autre. Et là, les pourvoyeurs, et là, eux autres, ils capotaient, là, parce que là, il y avait du monde dans le bois tout d'un coup, plus, et ça tirait d'un bord et de l'autre, et ils voyaient sortir des pick-up avec des 10 points de 120, des 8 points de 100. Et là, avec le temps, ça a fait qu'il n'y avait plus assez de chevreuils de 2 ans, 3 ans dans le bois, de bocs, qui allaient vieillir à 6, 7, 8 ans pour faire des super bocs. Fait que ça, c'est l'exemple quand la pression de chasse commence à monter et que personne ne s'entend sur un minimum de grosseur à récolter, tranquillement, pas vite, et des fois, c'est plus vite que tranquillement, la qualité de chasse descend à une vitesse vertigineuse. Surtout si tu rajoutes un hiver difficile dans le topo, puis une augmentation des prédateurs là-dedans, les loups qui en profitent, les coyotes encore plus, et là, tu viens qu'à un moment donné, là, ça ne tient plus la route. Là. Tu ne peux plus demander 6 000, 5 000, 8 000 piastres pour ta chasse. Non, c'est ça. Et tu as vu les prix, on se sont stabilisés. Ça a été pendant 10 ans de temps. Les pourvoyeurs ne montaient plus le prix. Il y avait de la misère à bouquer. Mais là, c'est reparti. Là, la gestion du pétrole a changé. Il y a beaucoup moins de Terre-Neuviens. Les lois ont changé. Ils ont moins le droit de chasser. À cause du caribou forestier, la province fait un prélèvement des loups aériens l'hiver avec des hélicoptères dans ce secteur-là et ailleurs. Et là, le loup est contrôlé au coton. Et là, tout d'un coup, paf, c'est reparti en peu. Et il sort à nouveau du 180, du 190, des 170 de plus en plus en Alberta. Fait que si on comparait, Louis, on disait destination Anticosti pour quelqu'un qui veut voir beaucoup de chevreuils puis faire de la chasse fine, on dirait que l'Alberta, alors, ça serait pour de beaux sujets. Quelqu'un qui veut voir du gros boc mature, ça serait plus l'Alberta. Bon. Disons si on compare avec comment tu nous as envoyé Anticosti. Là, exact. Oui, parce que, à moins que tu es sponsoré, là, dans le sens, à moins que tu aies un chum qui vit là, il t'invite, et là, tu es plus dans le sud un peu, là, à travers les terres agricoles. La personne, on peut prendre un exemple, il travaille dans le pétrole, dans le coin d'un bon secteur, là, la prairie, puis il y a bien du gaz naturel là, puis un peu de pétrole, fait que ça se peut qu'il y a des Québécois qui travaillent là l'année, ils t'invitent là, c'est beaucoup de terres privées agricoles avec des coulées, puis des baisseurs, puis un peu de public à travers. Tu es invité là. Tu n'es pas sur un pourvoyeur. Tu es au Québec, tu n'as pas été chanceux. Là. Tu tues du 4 points, du SPAC depuis 5, 6, 10 ans. Puis l'invitation, tu vas l'avoir à tous les années. Là. Ton frère est là ou ton cousin, puis ça va bien, ça va être là à tous les années. Premier beau chevreuil ou un beau chevreuil où tu n'es pas sénère, mais après 3-4 jours, tu vois un beau chevreuil 130, un beau 10 points, prends-les. Tu commences là. Puis l'année d'après, ben là, tu dis je veux mieux. Puis l'année d'après, encore mieux. Parce que si tu n'upgrades pas après un an, si tu améliores, tu n'upgrades pas ton standard. Tu ne veux pas monter tes standards, ben, tu vas toujours tuer le premier que tu vas voir. Ben, il y a bien plus de bugs de 3,5 sur le terrain que de 6,5, 7,5. C'est sûr. Puis là, écoutez, là, ça, c'est un autre article que j'ai déjà fait. Dans On chasse, je l'ai mis, cet article-là. Là. À un moment donné, j'ai fait faire 75 dents. Des dents que j'ai prélevées dans une époque où je faisais du film, là, c'est des incisives de boc.
où on pouvait avoir, c'est pas une lecture sur les molaires, sur l'usure, qui est une estimation pas très juste. C'est vraiment une coupe de dents, comme la coupe des arbres, avec des dépôts de ciment chaque année. Et j'avais les 2 incisives de 75 bocs qu'on avait prélevés en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, et j'avais les scores de ces bocs-là. Okay. Et curieusement, pour les super bocs, pour faire des super bocs dans n'importe quelle de ces provinces-là, là, il n'y a aucun super boc dans les 75. Bien, c'était pas 75 super bocs, mais il n'y avait à peu près pas un boc. Dans l'Ouest, c'était tous des bocs de 150 en montant. Puis, il y avait en Ontario, si je me rappelle bien, il y avait une coupe de 140, des 150, un 160. Puis au Québec, il y avait 2, 3, 140, puis un 150, puis il y avait des 130, puis une coupe d'anticosti. Tous les gros bocs, 6 ans et demi minimum. Les super bocs qu'on avait dans la gang, là, il y en avait 3, 4, 8 ans et demi. À un moment donné, je n'avais pas une tonne de chiffres, mais quand tu n'as pas beaucoup de chiffres, mais que tu as des chiffres et que tu n'as pas d'exception sur la gang, là, ça te donne une idée, c'est quoi que ça prend comme temps pour faire un super boc. Là. Exact. Et là, on va se déménager quand même. On reviendra au pire, là, on va prendre les questions et on reviendra. Ben, pour finir, l'Alberta, mettons. Qu'est-ce que ça prend pour aller là? Ça prend du linge de qualité. Il faut que tu aies chaud. À mon époque, tu n'avais pas ça. Aujourd'hui, tu as des semelles chauffantes, tu as des gants chauffants, tu as des vestes chauffantes. C'est un must. Pour moi, tu vas là, tu as mis 5 000, 6 000 sur ta chasse, va te payer pour avoir chaud du bon stuff. Parce que tantôt, tu vas avoir fret. Passer 8, puis 10, puis 12 heures dans ton stand ou dans ta petite cabane, c'est invariable. Là, ça va venir, ça va passer bon en bord. Pour 2, ça prend des sous-vêtements autres que du coton. La sorte, moi, je vais vous dire, prenez du hypnose. Ouais. Pourquoi je vais dire hypnose? Je ne sais pas si c'est le meilleur. Je ne sais pas si il est des meilleurs. Il est définitivement des meilleurs parce que c'est du Polartec comme un paquet d'autres vêtements, mais ce n'est pas de la laine merino qui est probablement une petite bite meilleure que ça. Sauf que c'est québécois. C'est cousu au Québec et non québécois, là, le centre social. C'est cousu au Québec. C'est un vêtement. Le tissu vient des États-Unis, d'une compagnie américaine qui le fait faire en Chine, comme tous les vêtements, sous-vêtements de la planète. Mais il est coupé et cousu au Québec. Et je pense qu'il n'y a pas de différence significative entre tous ces vêtements-là, sauf que lui, à 110, 120 piastres du morceau, il est parmi les moins chers dans ce type de vêtements-là. Ce qu'il faut que tu évites, c'est du coton. C'est ces types de vêtements-là. Ah, exact. Du linge chauffant, des bottes de qualité. Le soir, tu fais tout sécher ça. Puis, il faut que tu saves tirer. Là, il va dire, tu sais tirer. Non, mais c'est parce que il faut que tu puisses tirer des bonnes distances. Dans des bonnes distances. Passer 100 verges, ça peut être 150 verges. Écoute, j'étais là 9 ans dans l'Ouest. Là, je ne pense pas que j'ai déjà fait tuer un chevreuil passer 150 verges. Je ne me rappelle pas de ça. Pourquoi? Parce que je m'organisais pour pas que ça arrive. Ouais. Je m'organisais pour mettre mes clients dans des places que ce serait moins loin que ça. Mais quand même, rendu à 400 pieds, là, il faut que tu aies un peu d'habilité. Et il faut que tu sois vite. Pas vite pour tirer, vite pour faire un scénario. Ça veut dire, tu détectes ton chevreuil, rapidement, tu sais que c'est un mâle. Rapidement, tu sais que c'est un mâle potable. Puis là, quand je dis rapidement, c'est pas une minute. Là. En le voyant, il faut que ça connecte dans ta tête. Là. C'est ça. Oh boy, ça, c'est pas pire. La décision se prenne. Ouais, et là, tu prends ta carabine, puis c'est tout de suite ton scope dessus. C'est pas de longue vue, c'est pas du niaisage. Là. Bang dessus, et quand tu le mets dessus, tu es déjà débarré. C'est tout ça, ça se fait en même temps. Et là, tu es dans le bois, là. Tu veux tuer quoi, là? Ton voisin, il n'est pas là, il est 5000 de là. Schlick en même temps, et là, tu regardes. Puis il faut que tu aies des données dans ta tête faciles qui t'intéressent. Exemple, la masse. Ça, la masse, là, c'est vite à évaluer. Et s'il est de côté, tu ne verras pas la largeur. Mais la largeur, ce n'est pas si important que ça dans la vie, dans le score Boone & Crockett. Ce n'est pas là que ça se gagne. C'est plus dans de la masse et de la longueur de pointe. Ça fait que si toi, ton boc, il est de côté, tu le vois bouger, tu te lèves, schlick, tu vois qu'il y a de la pointe, que c'est un beau râteau, que ça s'en va en l'avant, puis qu'il a l'air d'être massif, bien, tout de suite, tu es rendu quasiment, tu es passé 140, là, en partant. Et moi, je le dis, je le dis à Anticosti, je le dis, tu es venu chez nous en formation, tu lâches un cri,
Ouais. Il faut que tu lâches un whack pour l'arrêter puis qu'il se tourne. Tu ne le fais pas s'il est dans le bois à travers le salle, puis il arrête, il mange, il court, il relaxe. Là, tu le suis, puis à un moment donné, il va te donner quelque chose. Mais sinon, là, ça se peut que tu es sur le bord d'une transition de forêt de 30, puis ça va assez vite. Là. Tu le vois, tu le vois plus, tu le vois, tu le vois plus, tu le vois, tu le vois plus. Il faut que tu l'arrêtes. Là. Saskatchewan. Le premier film de chasse que j'ai fait en vidéo, ça date de 2005, 18 ans passés. À ce moment-là, pour situer le monde, ça faisait 12 ans que Milo Henson avait tué son record du monde dans le coin de Bigard. La destination était très recherchée par les Américains. Les gars de l'Alberta, quand la saison de chasse était finie, ils traversaient en Saskatchewan parce que c'était pas un tirage au sort à cette époque-là. C'était, t'arrivais, il disait, on achetait ça au comptoir, qu'il disait. Là. On allait dans n'importe quelle épicerie dépanneur, il y avait des permis, on achetait ça là, puis let's go, on pouvait chasser. Bon. Ça, c'est l'époque que moi, je guidais en Alberta. Et là, j'ai commencé à faire des films en Saskatchewan, et c'était encore comme ça. Quand moi, puis là, on va parler de gestion tantôt. Quand j'ai commencé à faire mes films, j'ai fait une erreur, mais un cadeau aux chasseurs. C'est que dans le premier film qu'on a vendu 6 000 copies, là, il y avait une carte. C'était beau, là. Tu partais du Québec, on avait fait un petit chemin routier jusqu'à Meadow Lake. Et là, on avait dit on chasse au nord de ça. On avait comme montré une destination possible aux chasseurs. Donner une idée de l'incidence que ça a donné, là. L'année que j'avais fait ce film-là, les motels qu'il y avait à Meadow Lake, nous autres, on était en dessous de la tente. Ceux qui ont vu ces films-là, on était en dessous de la tente, mais aux 8-9 jours, là, j'allais chercher un de mes chums qui venait chasser avec nous autres, puis j'allais en reporter un autre, puis on se prenait une chambre d'hôtel 1 heure, puis on se douchait. Puis on prenait un break, on se retapait un peu, puis là, on rentrait chez nous dans la tente. Tous les hôtels étaient vides ou presque. Puis il y avait des chambres, là, comme il y avait un hôtel, c'était 40 quelques chambres, puis un autre, 25 chambres. Là, puis l'année d'après, quand j'ai sorti le film, quand on a sorti ce film-là, l'année d'après, les motels étaient pleins, que des Québécois. Et moi, je suis retourné à la même place ma deuxième année, caché dans le bois, dans un trou avec notre tente. Et on était là 5 semaines de temps qu'on sortait avec le même principe, mais on ne voyait pas de monde, on rentrait là. Puis finalement, quand on a sorti à la fin, on est tombé face à face avec des gardes-chasse. Et là, eux autres, ils nous ont annoncé que ça faisait 1 mois qu'ils nous cherchaient. Qu'ils voulaient savoir c'était qui Louis Gagnon. Il y avait eu assez de problèmes avec des Québécois tout le mois de novembre. De toutes sortes. Des gars qui chassaient pas bien en blanc, des gars qui chassaient à partir du chemin, en pick-up d'un champ, nomme-les, ces appâts des pourvoyeurs. Ils ont vu à peu près du n'importe quoi. Ah, ouais. Ça a été eux autres pensaient que j'étais un pourvoyeur, que c'est moi qui avais envoyé tout le monde là, puis que je chargeais avec une carte, je disais va là, va là, va là. Là, moi, j'étais comme eux autres. Je dis waouh, je suis là, viens voir mon campement, venez prendre un café. Ils sont venus. On est ici de faire 1 mois, là. On n'a aucune idée de ce qui se passe, nous autres, là. Et ça n'a jamais arrêté. Après ça, là, ça a monté. Là, d'autres destinations à Saskatchewan, d'un bord puis de l'autre. Et là, les Québécois, comme ils étaient des apporteux, ben, ils sont arrivés avec les avoines, ils sont arrivés avec le lugène, ils sont arrivés avec... Et ils ne comprenaient pas le principe des pourvoyeurs, que des fois, ils tombaient sur une baie du pourvoyeur, ils se reculaient, ils coupaient la passe du pourvoyeur, ben, ils faisaient une baie ailleurs. Ça a été un 5 ans d'ajustement que les pourvoyeurs ont capoté, là. Puis ça l'a terni la réputation des Québécois énormément. Il y en a passé un paquet de bons. La majorité des Québécois sont bons, mais ça en prend rien que 3-4 dans la gang exactement. Pour scraper tout le reste. Comme dans n'importe quoi. Là. Bon. Ça, c'est l'image qui s'est passée à un point tel que les pourvoyeurs ont mis tellement de pression, et quand nous autres, on a acheté à pourvoirie, on était contents parce que l'année qu'on a acheté, ça a commencé là. Maintenant, pour la Saskatchewan, tu dois appliquer au tirage au sort et tu dois être pigé. Tu choisis ta zone, tu as une chance, selon les zones, là, il peut y avoir pas beaucoup de permis dans une zone. Par exemple, je vais vous donner une zone où nous on était, c'était la 62 ou 63, je me rappelle, je mêle toujours les deux zones. Puis, il y avait 5 tags dans cette zone-là. Là. Ça fait que
s'il y avait 50 personnes qui appliquent, tu avais une chance sur 10. Tandis que les zones payantes, c'était les zones payantes. Je parle des zones où il y avait plus de chevreuils, une meilleure qualité de chasse. C'était les zones de l'ouest de la Saskatchewan, le nord-ouest. Meadow Lake, Cold Lake, Big River, tout ce secteur-là, là, tout à l'ouest de Prince-Albert National Park, c'est là qu'il y a le plus de chevreuils. Bon. Et là, je vais vous parler un peu d'hiver et de gestion. Quand je guidais en Alberta... Je t'arrête un petit peu, Louis. Pour quelle raison, encore là, qu'il y avait un secteur, c'était encore là l'habitat, probablement? Oui, il y a 2 raisons. Et c'est pour ça que je vais te parler un peu d'hiver, puis un peu d'habitat. Okay. Quand je vous ai dit la partie ouest, je vous ai dit le meilleur rond de chevreuil là, en Alberta, c'est le nord-est, mais ça se continue dans l'ouest. Ça se continue dans l'est, dans la Saskatchewan, et ça va virer jusqu'au parc de Prince-Albert. Quand tu arrives au parc de Prince-Albert, parc national de Prince-Albert, tu peux dire que c'est là que la transition commence à se faire. Parce que c'est les mêmes types d'habitats. Beaucoup de forêts mixtes, de forêts de gros trembles, un petit peu de up and down, moins de swamp, type de sol identique à l'Alberta, du gumbo de l'Alberta, du sol que quand c'est pas gelé, tu respirais en bicycle partout parce que c'est une espèce de glaise limeuse, mais c'est hyper riche, ça pousse au coton, puis ça fait plus de chevreuils, des plus gros chevreuils, puis ci, puis ça, puis d'autres choses. Maintenant, il y a une autre donnée. Quand moi je guidais en Alberta pour les pourvoyeurs, nous autres, on rêvait d'avoir de la neige pour chasser. C'est le fun de chasser. Tu vois plus quand il y a de la neige, ça bouge plus. Fait qu'on priait pour avoir de la neige, puis il y a des années que le nord de l'Alberta est moins neigeux que le nord de la Saskatchewan. Beaucoup moins neigeux. Il y a comme une descente de neige qui part, et ça a toujours été le même là, depuis au moins 50, 60, 70 ans. Là, tu parles aux vieux, c'est ça. Là. Ça part de quelque part au territoire du coin du Yukon, puis coin du Yukon, territoire du Nord-Ouest, puis ça descend, ça va chercher l'extrême nord de l'Alberta, ça rentre dans Saskatchewan, et là, ça plante à peu près au niveau de Prince-Albert National Park. Puis là, ça se met à descendre vers le sud. Puis là, ça va chercher le Manitoba presque au complet, en passant par Winnipeg, puis ça va chercher Kenora, Dryden en Ontario. Toute cette grande ligne-là, à l'est, du bord du Québec, autrement dit, là, il y en a de la neige. Puis les hivers sont durs. Et c'est pourquoi? Parce que El Niño, là, le fameux courant de chaleur de l'Ouest canadien, il arrête dans cette ligne-là. Il n'y a pas d'influence passé ça. L'influence des hivers doux, des redoux de 10-15 jours en hiver, est dans cette ligne-là. Fait que si toi, tu es l'autre bord de cette ligne-là, tu risques d'avoir des hivers beaucoup plus durs. Et on le voyait quand j'étais en Alberta, et nous, quand on a acheté la pourvoirie, c'est pas quelque chose qu'on a pris attention. Okay. Puis les pourvoyeurs où nous on était, puis ils vivent tous le même problème, ils ont tous des hivers beaucoup plus costauds, beaucoup plus longs, beaucoup plus durs, avec des mortalités plus élevées. Et si tu rajoutes en plus le sol, c'est que rendu au milieu du parc de Prince-Albert, là, le sol devient de moins en moins boueux et de plus en plus sableux. Et il devient presque sec, aride. Et la végétation change. On a des méga forêts de pins, du pin rouge, puis de l'épinette à travers, de l'épinette noire des basseurs, mais on a des tales de trembles aussi encore. Là. Il y a des butons mieux, tout ça, mais au global, là, il y a peut-être, écoute, en pourcentage, ça se compare même pas. Là. Il y a beaucoup plus de chevreuils dans l'ouest de la Saskatchewan que dans l'est, et les hivers sont moins durs. Fait que si toi, tu appliques pour aller chasser par tes propres moyens, indépendants, t'es mieux, selon moi, de sauter, être pigé moins souvent, parce qu'il y a plus de monde qui applique collé à l'Alberta, puis appliquer dans ces zones-là, entre l'Alberta et le parc de Prince-Albert, puis pas bien au sud de Meadow Lake. Là. OK, puis, parce que l'application, c'est par zone. Oui, il y a des zones. Ah, ça, je ne le savais pas, par exemple. Mais le monde là, commence à savoir plus que ces meilleurs-là, fait qu'il y a plus d'applications là. OK. Fait que c'est à prendre attention parce que, exemple, là, moi, notre pourvoirie, quand on a acheté, il y avait eu des hivers difficiles avant. Les vieux clients nous le disaient, il y a pas mal moins de chevreuils. Là. Mais pour moi, qui n'avais jamais apporté,
je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de chevreuils. Là, Ouais, tu sais, c'est je disais, ça. wow, j'allais voir les appâts du gars avant d'acheter, c'était impressionnant. Là. Mais les clients nous disaient, oh, c'est rien à comparer avant. Là. Et là, après, on a eu des successions d'hivers difficiles. Puis, à un moment donné, quand on a acheté ça, on avait du chevreuil mur à mur, du nord au sud. On en avait plus au sud qu'au nord, là, parce qu'on touchait le farmland. Mais quand on a vendu, il n'y avait plus de chevreuil au nord. Là. Ça commence au niveau des cannes à centre, puis pas beaucoup, puis là, ça s'en va à la frontière. Et c'est pas juste cette pourvoirie-là, c'est tous les pourvoyeurs du nord-est de la Saskatchewan. Le nord-ouest, il y a moins de chevreuils aussi, mais ils ont été beaucoup moins touchés par la rigueur de l'hiver que nous autres. Là. Ça fait que c'est mieux d'appliquer dans le secteur ouest de la province. Pour Si je ne me trompe pas, Louis, ta pourvoirie était un petit peu entre les deux, puis proche de terres agricoles. Ça se peut-tu, je me trompe-tu? Tu étais plus forestier, mais proche de l'agricole. Exact. Nous autres, on était, on va dire, la première rangée de pourvoyeurs. Celle qui touche l'agricole et qui monte dans le bois. Mais il y a eu d'autres rangées de pourvoyeurs en arrière. Tu sais, quand je dis ça a changé, là, je vais me donner des exemples historiques de même pour faire prendre conscience aux gens. Là. Quand moi, je guidais en Alberta, là, pas faire des firmes guidées, c'était de 98 à 2005. Là. Ça fait que, ça remonte là, à 25 ans jusqu'à 20 ans passés. Dans ce temps-là, Jim Shockey avait 2 pourvoiries en Saskatchewan. Il y en avait une collée à notre pourvoirie qu'on a achetée, qui était dans le mi-farmland, mi-forêt. Puis il y en avait une au nord, si tu vas sur Google, tu vas faire Dory Lake. Tu vas voir comment c'est au nord. Là. C'est au nord du parc de Prince-Albert. C'est très au nord, comparativement à nous autres, puis comparativement à où j'ai été faire des films. Et lui, là, les années que moi je guidais en Alberta, tu aurais dû voir les bocs qui ont sorti de là. Ils sortaient des 5-6 boîtes de bocs. Parce que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'hiver quasiment. Puis c'était des nouvelles places. L'exploitation forestière avait ouvert des nouveaux chemins partout. Ces chevreuils-là n'avaient jamais vu de monde. Il y avait beaucoup de vieux chevreuils. C'était fou. En 2011, Jim Shockey a vendu, il y avait comme 40 tags en haut là. Il a vendu ça 3000 $ du tag, des tags qu'il aurait vendu 20 000 $ 5-7 ans avant, tellement il y avait de chevreuil. Et là, il n'y avait plus un chevreuil. Il avait une loge d'au-dessus $1 million là. Il lui a donné une bouchée de pain. Son argent était fait, là. Lui, il a roulé au coton, tout le kit. Mais quand même. Plus de chevreuil. Quand je dis plus de chevreuil, là, c'est 2 là, 1 là-bas, plus ici. Là, tu mets des appâts. Ça fait 3 semaines, 1 mois et demi qu'il y a un appât, une saline. Tu vas voir ton Kodak, un Spike. Il est venu 2 jours, il est disparu. Il est mort, probablement déjà mangé par des loups, ou il cherche d'autres chevreuils. Fait que c'est autant que ça. Et ce qui a resté vivant, les pourvoyeurs qui aujourd'hui gagnent encore leur vie, des gars comme Claude Juteau, où lui, il a sa première pourvoirie est au même niveau que nous autres, là, dans le Fringe, qu'on appelle la première pourvoirie de forêt collée au farmland. Puis la deuxième qu'il a racheté, Great Grey, la moitié de son terrain est farmland forêt, puis l'autre moitié est farmland privé où il doit demander des permissions. Et c'est pour ça que lui réussit à maintenir une qualité de chasse qui est intéressante, parce que ses hivers sont un peu moins rough et il y a tellement immense de terrain, et comme il est dans l'agricole beaucoup, il s'arrache la vie, puis il tue encore du pas pire chevreuil. Là. Puis, mais même à ça, là, quand je disais, et là je reviens à l'apportage, lui comme d'autres, il apporte, là. C'est en Saskatchewan. Ça fait 3 ans à ma connaissance, ou 4 ans à ma connaissance, que Claude n'a pas sorti 170, 175 solides. Là. Okay. Plusieurs 150, là, 160, 140 à la masse. Puis, il y a du beau chevreuil, puis une belle qualité de chasse. L'hébergement est A1, la qualité de la bouffe, la staff. C'est une pourvoirie excessivement. C'est de la high class. Là. Tu t'en vas là, tu vas être reçu comme un roi, tu vas être traité comme un roi, et tu vas être dans des bons secteurs de chasse. Mais des chevreuils de 8 ans, 9 ans, 180, 190, il n'y a pratiquement plus de ça. Là. Mais les pourvoyeurs mettent-tu beaucoup de la restriction? Ben lui, il l'applique là, sur la partie sud de son terrain, le farmland. Mais c'est pas simple. Là. Pourquoi c'est pas simple? Parce que c'est des appâts.
depuis tellement d'années qu'il n'y a pas un chevreuil qui réussit à se rendre à 8,5, 9,5. Là. Aussitôt qu'il arrive à 150, il meurt. Ouais. S'il ne meurt pas sur ce appât-là, ils vont aller mourir sur l'appât plus loin ou l'autre plus loin. Ou ils vont. L'appât, il va finalement avoir un chasseur difficile assez qui va passer une gang de 140, 150 pour le 160 qu'ils ont photographié. Puis après 6 jours, 7 jours, il est chanceux, bang, il le tue. Donc, ils ont baissé. Le succès de chasse est très élevé, Claude. Mais il a baissé avec les années à chasser 150, 150, 140, 150, 140. Il n'y a plus assez de 140, 150 qui passent pour faire du 180 et du 190. Tandis que si tu swings en Alberta, pourquoi eux autres, ils réussissent encore? Parce que le fait qu'ils n'ont pas d'appât, ça n'existe pas le prix de consolation dans les 2 derniers jours. Parce que sur l'appât, il y a pas mal tout le temps de l'action. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes, mais le gars qui commence avec l'idée que je vais tuer 150, mais je veux ramener un chevreuil, le dernier jour, vous s'entendez, boum, il meurt. Ouais, il vient de prendre une décision excessivement mauvaise pour le pourvoyeur. Mais lui il est content. Il risque peut-être de revenir. Mais en Alberta, tu as passé 130, 140, 145 le premier jour, 2 jours, 3 jours. Ça se pourrait que le 4e, 5e, 6e, tu ne vois pas grand-chose parce que tu n'es pas sur des appâts. Tu vivras pas, tu ne verras pas autant de chevreuils. C'est pas la même expérience du tout. Là. Ben non, tu peux passer 2 jours d'un arbre, 3 jours d'un arbre à voir un chevreuil par jour. D'ailleurs, Charles Doris l'a dit lui-même. Ah ouais. Ça arrive, cela. Là. Puis d'un coup, tu connais qu'une vraie bonne journée. Les conditions sont parfaites. Il fait froid, il ne vente pas trop. Tu es chanceux, tu es sur le bord d'une femelle en chaleur ou 2 femelles. Puis là, ça se met à passer. Tu vois 7-8 box cette journée-là. Puis le plus petit fait 120, puis ça va jusqu'à 160. Puis en plus, il passe d'une cut-line, tu as le temps de les juger, boum. C'est ça que tu vas chercher. C'est ça que tu espères de vivre, là. Puis il y en a qui ne vivent pas tous les années, là. Fait que les pourvoyeurs pour qui moi j'ai travaillé, eux autres, ils visent 40 à 50% de succès. Ils sont contents dans ça, mais ils ne sont pas contents si dans ça, il y a 3, 4, 140. Ils veulent 150 en montant. Puis quand c'est des bonnes années, là, qu'ils savent, là, wow, cette année, c'est bon, là. L'hiver était bonne, le printemps est bon, il y a mouillé dans l'été, il y a de la grosse corne à la masse. Là, ils avertissent le chasseur, puis ils lui disent d'être difficile. Puis non, prends ton temps, il y a du gros boc. Puis ces pourvoyeurs-là, là, mon chum, là, tous les années, ils sortent encore 3-4 bocs de 170, de temps en temps, un 180 dans la gang. Puis, sur le caméra, là, il y a une coupe de Magnum. Puis, tu sais, ils ont encore ce que l'Alberta a déjà été. Ils se rapprochent de ça, proche, à cause qu'il n'y a pas d'appontage. Ouais. Fait que, tu sais, l'appontage, là, okay, moi, j'ai chialé, pas chialé, mais souvent, là, dans les 2 ans qu'il y a eu la chicane de RTLB, UPF, les gouvernements, combien de fois j'ai mis des pauses que je disais, on a juste arrêté l'appontage au Québec. On a juste arrêté l'appontage au Québec. Puis ça va faire 20 fois plus d'effet que RTLB. Parce que ça va clairer un peu de chasseurs. Ça va arrêter les choses de... comment on dit ça? Les prix de consolation, là, le spike du 3e, 4e, 5e jour. Puis ça va étendre les chasseurs. Les chasseurs n'auront pas le choix d'aller dans le bois au lieu d'aller au bout du Bessic, domper un trailer de carottes, puis faire le ménage. Puis sauf que ça se peut-tu que, par exemple, le gouvernement ait peur un peu que ça ferait chuter beaucoup le nombre de chasseurs. Écoute, le nombre de chasseurs qui chassent aux appâts au Québec, ça doit être 80%. Moi, je pense que c'est plus que ça. Bon, j'y allais défensif un peu, là, mais 90, disons. Là. Ouais, je pense que c'est probablement plus proche du 90% que du 80%, mais je pense qu'on ne verra pas ça. La seule méthode, la seule manière qu'on peut espérer que l'appontage arrête, là, ce serait qu'il y aurait 3-4 cas chroniques Western disease qui apparaissent. Puis dans des régions assez disparates, là, mettons, 2 cas dans l'Estrie, un cas dans le coin de Mont-Tremblant, puis un autre cas ici dans le sud de l'Outaouais, dans le coin de Pontiac. Là. Puis là, wow, ça annonce qu'il y a des chevreuils malades un peu partout. Là, ça serait un genre de panique, une décision qui serait probablement sage. On arrête l'appontage pour une couple d'années, il faut trouver, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est, on augmente le nombre de chevreuils testés, puis c'est ci, puis c'est ça. Si tu n'as pas ça, il y a trop... Le gouvernement gère ça pour l'argent. Puis, de toute manière, c'est la seule manière de gérer ça. Il faut que l'économie de la chasse roule, amène des sous,
pour qu'il y ait un contrôle des populations pour pas que ça explose. Parce que si ça explose, il y a un paquet ça ne sera pas catastrophique, là, mais la catastrophe va être qu'il va y avoir plus de déprédation dans les champs, de luzerne, de soya, de blé d'Inde, et le gouvernement va pomper de l'argent aux agriculteurs encore plus. Il va y avoir plus d'accidents sur les autoroutes d'un bord puis de l'autre, puis des cas comme Longueuil, comme Boucherville, ça va être à répétition d'un paquet de places. Puis, donc, il faut qu'il y ait une législation qui permet qu'il y ait une continuité de chasse relativement intéressante. Puis, tu sais, on a la misère à intéresser les jeunes, d'amener les jeunes, puis la loi alentour des guns, c'est pas simple, puis tout ça. Fait que, on a beaucoup de chasseurs, puis il y a des zones qui ont de la misère à contrôler la densité pareil. Fait que ça me donne une idée comment c'est pas simple. Là. Non, exactement. Fait que pour conclure sur la Saskatchewan, la destination Saskatchewan, si moi je veux prendre la décision d'aller en Saskatchewan, c'est parce que c'est quoi les avantages d'aller en Saskatchewan? On sait on a dit que l'Anticosti, c'est l'expérience de chasse, voir de nombreux sujets, la chasse en se déplaçant, l'Ouest canadien, c'est les gros bocs. La Saskatchewan, pourquoi je choisirais Saskatchewan si je veux choisir une destination? Si tout argent confondu. On va parler que si tu passes par les pourvoyeurs. Oui. Si tu passes par les pourvoyeurs et que toi, c'est capital de ramener un chevreuil, c'est important. Moi, j'irai en Saskatchewan avant l'Alberta. Okay. Parce que, tu es sur un système d'appontage, donc tu as plus de chances de finaliser ta semaine avec un chevreuil décent. Pour deux, tu vexeras probablement beaucoup moins le pourvoyeur en tuant 130 en Saskatchewan qu'en Alberta, où là, ça se peut que tu vas créer un fouet considérable entre toi et le pourvoyeur. Ouais. Et pour beaucoup de pourvoyeurs, tu ne seras plus le bienvenu l'année d'après. Fait que si toi, tu as les moyens d'y aller à 3 années, il faut que toi, si tu n'es pas crinqué big buck, que tu n'es pas capable de peut-être te vendre l'idée que je vais revenir pas de chevreuil, c'est à Saskatchewan pour toi. Puis, mais entre le Québec, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui me ferait sortir du Québec pour aller chasser en Saskatchewan? Moi, personnellement, je n'irais pas en Saskatchewan, j'irais au Manitoba. Pourquoi le Manitoba? Il y a moins de chevreuils au kilomètre carré. OK. Mais la fringe, là, la fin des villages où ce qui mêle avec la forêt, là, c'est parce qu'il n'y a pas le droit d'apporter au Manitoba. C'est pas un tirage au sort. C'est moins loin. Ouais, c'est quand même. Loin. Là, ça se fait en 2 jours de chasse, 2 jours de conduite raisonnable. Exact. Pour moi, il y a beaucoup de plus. Puis, il y a des gros bocs, là. Il y a du gros boc au Manitoba, autant que la Saskatchewan, mais il y a moins de chevreuils au kilomètre carré. As-tu chassé beaucoup au Manitoba, Louis? T'as pas besoin de... Moi, j'ai jamais chassé 1 heure au Manitoba. Ah, non? Tu n'as pas besoin d'avoir chassé ces mêmes forêts. C'est dans le sens... Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est les mêmes types d'habitats, c'est les mêmes forêts. Tu peux te perdre 22 000 fois, puis tu peux te faire manger par des loups une fois perdue avant que la GRC va te trouver. C'est ta perte de vue, là. Tu comprends? Okay. Pour ça, je dis, tu ne peux pas chasser prime time dans 3 provinces en même temps. Non. Les 10-12 jours les meilleurs, si tu es en Saskatchewan, tu n'es pas au Manitoba, tu n'es pas non, c'est ça. Tu comprends? Mais j'ai beaucoup d'amis, moi, qui chassent au Manitoba, puis qui ont été beaucoup, puis ont fait des belles chasses, ils ont tué des beaux chevreuils, puis ils tuent du comparatif avec la Saskatchewan sur le libre pour libre, là. Mais ils ne chassent pas d'appât, ils chassent en fonction des champs dans le bois qui vont descendre, ou des bûchers, ou plus comme on chasse en Alberta. Okay. Mais ça a l'avantage d'être moins loin, puis ça a l'avantage que, selon moi, il y a plus de vieux chevreuils de 7, 8, 9 ans au Manitoba qu'en Saskatchewan, juste à cause qu'il n'y a pas d'appât. Ben, nous autres, on a deux coéquipiers qui chassent au Manitoba. Puis Jesse Lee qui a vu du chevreuil en masse dans notre film. Est-ce que tu l'as vu, le film du chevreuil, Louis, Non, cette semaine, c'est sûr que, parce que là, j'attendais d'être rendu là avec On Chasse, là, mais là, je suis rendu là avec On Chasse. Mais tu vas voir Jesse Lee à le chasser au Manitoba, puis c'est pas mal ce que tu dis, en fait, là. C'est un beau bonus. Tu nous parles du Manitoba, on n'était pas supposé d'en parler. Non, puis c'est drôle parce qu'en fait, il y a une question aussi qui est arrivée à peu près dans les mêmes moments, qui a peut-être répondu à semi. C'est Étienne qui demandait si le Manitoba, quand dis-tu versus l'Ontario,
n'as pas effleuré l'Ontario, mais je ne sais pas si on peut aller là parce que. Oui. Ben, c'est une bonne question, je trouve. Mais la question est Bon, bonne. il y a un peu de temps encore, là. Oui. On va s'en venir vers le Québec tranquillement pas vite. Bon, on ne traverse pas le Québec. OK. Je vais vous donner. J'aime ça revenir dans le temps pour que les gens saisissent bien les choses. Et, puis surtout, il y a des jeunes dans la gang, là, tout ça. Puis les gens ne comprennent pas que la faune, ça change, la forêt, ça change. Mais c'est des. Ce qui change vite, c'est un hiver catastrophique, bang, on tombe à terre. Ce qui ne change pas vite, c'est de bâtir une population en montant qui vient à un niveau super intéressant à chasser. Ça, c'est lent. Ça peut prendre 10-15 ans à faire ça, là. Il ne faut pas être de bad luck en cours de route. Puis quand tu es en haut là, même si tu envoies un hiver de la mort, tu es capable de l'absorber, puis peut-être d'en absorber une deuxième. Mais il ne faut pas que tu en absorbes 3-4 dans 10 ans, parce que là, tu t'en sors plus. Je reviens aux époques que j'ai fait des films, 2005, 6, 7, où je traversais le Canada avec notre pick-up, notre trailer, nos affaires, et je passais par le nord de l'Ontario, Kenora, Dryden, Turner Bay et compagnie. Et là, ce n'est pas des farces, je vous dis, là. Cette partie-là, on la passait souvent de nuit, ou tard. Et on baissait le kilométrage à l'heure, parce qu'il y avait tellement de chevreuils sur le bord du chemin, là. Puis voir 7-8 chevreuils tapés par les vannes dans la nuit. Si on repartait le matin, là, sur le bord du chemin qui avaient été frappés par des vannes dans la nuit, tellement il y avait de chevreuils dans ces zones-là. Là. Aujourd'hui, là, ça remonte un petit peu. Mais dans les années 80, des années 2015, 16, 17, 18, là, 5, 6, 7 ans, tu pouvais passer 2 yeux fermés, 250 km/h sur l'autoroute. Tu n'avais même pas peur de frapper une mouche, tellement qu'il n'y avait plus de chevreuil. Le chevreuil arrêtait à Thunder Bay. Là, il recommence à en avoir un petit peu à Dryden, puis un petit peu à Kenora, dans les terres agricoles, là, ça remonte légèrement. Des 3-4 hivers catastrophiques, les mêmes qu'on a eu en Saskatchewan, mais ça a été encore pire en Ontario parce qu'il y avait moins de chevreuils. Ils étaient plus condensés dans des pochettes, puis ils n'ont pas réussi à en passer assez pour commencer à remonter. Fait que l'Ontario, là, si ça vous intéresse, moi, je swingerais ça. Je ne dépasserais pas Pembroke en allant vers le parc Algonquin, là, je ne dépasserais pas ça en m'en venant dans l'ouest. Puis le nord-est, qu'on appelle le nord-est ontarien, là, entre Montréal, Ottawa, Cornwall. Bon, ça c'est puis en descendant vers Toronto. Ça, c'est la grosse pochette de chevreuil. Le problème qui arrive, c'est que ça a changé là aussi. Les Québécois, il y en a beaucoup. Il y a des Ontariens aussi. Dans le premier film, d'ailleurs, que je reviens, 2005, j'étais avec un chum, Daniel Larocque de l'Archereau à Arville. On chasse à l'arc à l'arbalète en décembre. Puis, il y a peut-être 10 bocs différents qui viennent sur nos appâts. Là. Puis, si le propriétaire où on était nous avait laissé chasser à l'arbalète, là, on aurait tiré 150 le premier jour, qu'on passe, on avait la caméra, ben on passe. On essaye de tirer l'arc. Mais il fait moins 30, puis l'arc fait du bruit, il nous regarde. À l'arbalète, tu n'as pas ces problèmes-là. Là. Il y avait 240, il y avait 150, il y avait 530. C'était fou, là. Ces mêmes terres-là, aujourd'hui, là, le même propriétaire, là, il tue un 3,5 par année. C'est ça qu'il voit et qu'il tue. Ça te donne une idée. La pression de chasse, le monde qui a rentré de partout, qui ont loué des terres. Et là, le monde arrive, puis là, même si on n'est pas supposé de payer pour louer des terres, c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie. Non, c'est ça. Ça fait que, puis en plus, si tu te promènes, et moi je vais souvent en Ontario, là, j'ai des amis qui ont des terres là que j'aide pour le design, la gestion, etc. Puis j'ai des caméras pour mes travaux, puis tout ça. C'est un secteur où ils bûchent un peu moins. Mais l'Ontario, malheureusement, la loi agricole te permet de déforester autant que tu veux si tu es propriétaire pour faire des champs. Ce que tu n'as plus le droit de faire au Québec. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs québécois qui ont acheté une deuxième terre en Ontario pour pouvoir augmenter leur culture. Le futur, puis améliorer, rentabiliser plus le machinerie, le fanny, le ci, le ça, en cultivant plus, puis en agrandissant. Mais là, ça rapetisse à chaque fois. Là. Écoute, moi, je vais en Ontario aux 3-4 mois aux caméras. À chaque fois, je découvre des nouvelles pelles mécaniques d'un champ, des places. Ils sont en train d'arracher la forêt, faire des tas, sortir les roches, puis hop, un nouveau champ, un autre là, un autre là. C'est comment. Ce qu'il faut que tu cherches en Ontario, maintenant,
c'est du couvert forestier. OK. Il faut que tu cherches tu prends une carte, là, puis tu regardes des gros îlots. Quand je dis un îlot, c'est pas 10 acres, là. Non, non. 7, 8, 10, 12 km par 7, 8 km où c'est majoritairement de la forêt. Dans ce grand triangle-là, Montréal, Toronto, Cornwall, Ottawa, Hawkesbury, Castleman, là, tout ce grand air-là là, cherche des gros îlots de 10, 12, 15, 20 km², qui a des champs mêlés un peu à travers ça, mais que les champs sont surtout à l'extérieur, et que ça, c'est des cédrières, c'est des swamps, c'est ça qu'il faut que tu trouves. Okay. Et là, il faut que tu aies des droits de chasse, fait qu'il faut que tu cognes aux portes, puis tu aies accès à des cartes, puis pour trouver les propriétaires, puis ça existe tout, ça. Fait que les gars les plus débrouillards, il y a encore des belles chasses à faire là, parce que la densité de chevreuil est élevée, mais la qualité a changé. C'est du plus jeune chevreuil, il n'y a plus de très, très beaux bocs. Puis quand il y a des super bocs, là, quand tu vois là, des gars, moi, les gars m'envoient des photos de temps en temps. Des 180, des 170, là, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils courent après ça. Puis mon chum, c'est ça. Là, où ce qu'on est, il y en a un, là, puis on gosse après ça. Là, mais c'est toujours attaché à une méga swamp, tout le temps. Okay. Je n'ai pas vu d'exception à ça. Fait que ça vous donne un beau hit, là. Tu cherches à aller en Ontario, cherche des complexes humides assez grands, avec des îlots de bois à travers, puis qu'il y a de l'agriculture tout autour de ça. Là-dedans, ça se peut qu'il y a 2, 3 gros sujets encore. Puis peut-être que tu vas avoir la chance, mais il faut que tu saches chasser là-dedans. Fait que, parce qu'ils ne meurent pas sur des appâts, ces bocs-là. Non, non, c'est ça. Fait que si on veut répondre à Étienne, le Manitoba par rapport à l'Ontario, tu as le choix entre les deux, Louis? J'irai au Manitoba. C'est ce que je pensais que tu répondrais. Ouais, j'irai au Manitoba à cause de la grandeur des terres publiques forestières, collées aux champs, ou pas très loin. C'est pas beaucoup plus loin. Ben, c'est plus loin, là, mais tu n'as pas besoin de permission. C'est majeur, ça. Puis tu n'as pas d'apportage. Fait qu'il est biologiquement logique de croire qu'il y a de plus vieux sujets. Il y a plus de vieux sujets là qu'en Ontario, où tu as le droit d'apporter, puis tout le monde apporte maintenant. Là. Fait que, on a-tu des questions, Yann? Oui, c'est ça, super intéressant, sérieusement, Louis. Moi, je tripe bien raide. Écoute, hey, j'en ai une meilleure date pour aller en Saskatchewan. C'est une réponse facile? Tu sais, quand tantôt, j'ai dit, tu peux pas faire les 5 provinces ou les 3 provinces dans la même année puis espérer être dans le prime time, dans le meilleur du RUT tout le temps. Là. Si pour aller à Saskatchewan, c'est un appât, les appâts biaisent tellement toutes là, que c'est décourageant. Mais je regarde des chasses à Claude Juteau dans les dernières années, le Great Grey Outfitter. C'est plus beau bas qui est de plus en plus, il sort début décembre, fin novembre, début décembre. C'est quasiment fini. Là. Bon, mais là, je suis pas capable. Il y a une chose que je ne suis pas capable de savoir, parce que c'est dans le secret des dieux, puis c'est normal. Là. Moi, c'est une connaissance, c'est un vieux chum de longue date. On ne se parle pas tant que ça. Là. Puis on a été compétiteurs en plus. Mais lui, il a énormément de terrain, puis il a 80 tags, c'est pas tous ses amis. Là-dedans, il y en a des. Tu t'en vas dans une pourvoirie, il faut que les gens comprennent. Si tu t'en vas à Sepac, à l'île d'Anticosti, tu achètes un camp, tu achètes une destination. Tu es tout seul dans le camp si tu es d'un plan européen, ou tu es dans un lodge, puis tu es nouveau dans le lodge. On va prendre Rivière-Belle, mettons, ou Cerceau, ou tu pourrais prendre Chicotte, l'ancien Sepac, on va dire. Ça, c'est toutes des loges de 15-20 chasseurs. 5, 6, 7, 8 guides, des fois 10 guides. Si tu réussis à avoir une ouverture en novembre, tu vas prendre l'ouverture qui va s'ouvrir, là, parce que souvent, il a été longtemps, là, ils ont connu des années difficiles, il s'est créé des nouvelles ouvertures. Il y a du monde qui ont lâché. Okay. Mais avant, là, les 3 dernières années, c'était un solide bouquet de A jusqu'à Z en novembre. Là. Il fallait que tu espères une ouverture, là. Là, il y en a, là, parce que ça a été dur, l'économie est un peu plus dure. Sepac a acheté 2 autres terrains. C'est pas le même service. Là. Il y a du monde qui ont démissionné parce qu'ils ont essayé Sepac et ils ont dit non, plus jamais. Puis, fait que là, il y a eu des ouvertures. Bon, à partir de là, tu rentres là. Ce que tu vas avoir le guide disponible. Mais souvent, c'est pas le meilleur guide de la gang. Tu sais, t'es nouveau. Là. Ça fait que tu vas avoir. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon guide. Mais ça se peut que ça va être un guide qui commence, qui n'a pas assez d'expérience, ou moins d'expérience, ou qui est moins vaillant, puis tout ça. Là.
Fait que ça c'est l'idée de la loge, comment c'est différent du plan européen en camp, sur le terrain, sur le chemin, où là, tu as loué le camp pour une semaine, tu as loué le guide, tu as loué 110 km, 100 km² de terrain. Tandis qu'en loge, tu as pris un trou, une ouverture à quelque part, ils t'assignent eux-mêmes le guide qu'ils veulent, et c'est un système de zone que tu te déplaces en Anticosti tous les jours une nouvelle zone. Fait que c'est pas, ce côté-là, c'est pour ça que moi j'ai sorti, entre autres, des loges, parce que je voulais pouvoir retourner ce que je voulais le lendemain. Ouais. Puis gérer mon terrain. Tandis que d'une loge, tu changes à tous les jours. Fait que tu as vu un beau bac une journée, tu l'as moffé, tu vas y retourner dans 9 jours. Fait que ça se peut qu'il est mort. Là. C'est ça, exact. C'est moins intéressant. Ça, c'est la réalité Anticosti. Si tu vas en Saskatchewan, chaque guide a son terrain. En tout cas, à notre pourvoirie, c'était pas ça. Mais je sais qu'à Pourvoirie à Claude, c'est tellement grand qu'il y a une coupe de guides attitrés avec un secteur là. Il y a une autre coupe de guides là, il y a une autre coupe de guides par là, puis il y a une autre coupe de guides par là, puis eux autres teams ensemble travaillent ensemble. Si je regarde en Alberta, mon chum qui vient de décéder, Bruno Martel, qui était là pendant, c'est moi qui avait ouvert la porte pour l'ours il y a 25 ans, puis après ça, quand il a lâché Anticosti il y a 5 ans, il a déménagé à la même loge que j'étais. Puis lui, il avait déjà un ou deux de nos chums qui étaient là, puis lui il a amené Sylvain Cousin, son grand ami. Eux autres, ils travaillent en équipe. Ils ont un secteur, ils se sont pris un secteur qui est immensément grand. Ils sont 2 ou 3 guides dans ce secteur-là. Ils travaillent, ils déplacent en équipe les stands, ils prospectent, ils gèrent le chasse en équipe. Puis je pense que c'est la meilleure méthode en Alberta d'être 2-3 guides dans un secteur et de travailler en équipe. Ben oui. Tu as plus de chances de trouver des spots hot parce que la technique de chasse en Alberta, c'est de t'assurer de mettre un client sur quelque chose qui a de l'action aujourd'hui. Puis quand il y a de la neige, tu es capable de le faire. Tu es capable, il faut que tu sois vaillant, mais tu peux te promener en bicycle d'un cutline d'un bord et de l'autre, effacer les traces d'un trail de chevreuil d'un bord et de l'autre, puis tu repasses à la fin de la journée, puis là, tu vois si dans ce que tu as effacé, il y a 3-4 traces de chevreuil, puis c'est une femelle, 3 bocs. Ben là, c'est facile de comprendre qu'elle est en chaleur, probablement, il y a des bocs. Demain matin, ça prend un gars dans le secteur-là, là. Cette femelle-là, elle va s'amener, elle va aller manger quelque part. Fait que si tu connais une zone très, très proche de là qui a de la bouffe, elle va y aller, elle, puis elle va amener tout le monde. Fait que, mais ça, si tu es 2-3 guides d'un secteur qui travaillent là-dessus, tu trouves un spot hot, tu peux amener 2 clients, là. Ouais. Puis il y en a un des 2 qui va péter, puis go. Fait que c'est plus payant. Fait que c'est plus comme ça que ça marche en Alberta. En Saskatchewan, comme c'est des appâts, c'est différent. Puis en Saskatchewan, il y a aussi un autre. Ben, pas juste en Saskatchewan, partout en Alberta et en Saskatchewan, c'est pas le gouvernement là, qui est pourvoyeur, c'est des privés, ça leur appartient. Ça veut dire qu'il peut y avoir des ententes entre le propriétaire et certains clients qui sont très différentes que la moyenne des gars dans l'âge cette semaine-là. Dans le sens que ça se pourrait qu'un client t'offre une couple de mille de plus, ou dans l'année, il te fait des cadeaux de toutes sortes, il te donne sa loge à quelque part au Kentucky pour aller chasser une semaine avec tes guides, ou il y a un condo en Floride, il remet ça sur le tas, puis, mais il s'attend que la place que tu as photographié, cette boc-là, tu n'as pas chassé de l'automne, tu m'agardes quand j'arrive. Ça existe aussi, plus qu'on pense. Ça fait que, à quelque part, là, je n'étais pas obligé de détecter ça. Il n'y a pas une business qui peut survivre à gérer juste comme ça. Mais dans tous ces business-là, il y a un petit peu de ça. Tu sais, on est humain. Là. Il y a des clients qu'on aime plus que d'autres, on va avoir tendance. Il y a des gars c'est des cabochons, ils tirent mal à tous les années. Mais écoute, ils tirent mal à tous les années. Tu n'as pas le goût d'y mettre dans ta meilleure place. Ben non, exactement. Ça fait que ça, tu détectes ça à aller 2 puis 3 fois même pour voir. C'est là que tu vois là, la micro-gestion qui se fait là, puis si tu es en train d'avoir pour ton argent ou tu es en train d'être négligé ou d'être parmi ceux qui sont un petit peu favorisés, puis tout ça. Là. Fait que, c'est un monde, là. La pourvoirie, là, c'est quelque chose de spécial. Là. Fait que délimiter des dates en tant que tel, c'est un peu difficile. Bon, les dates, là, pour finir, là, sur la pas, j'aurais tendance à dire plus tard. En Alberta, le premier party de l'année, souvent en Alberta, c'est le 9-10. Les gars aiment mieux faire juste 3 semaines intensives, eux autres.
OK. Le 9-10, de 6-7 au 12 novembre, si tu as la chance d'être sur des scrape lines qui ont été documentés, ça peut cogner fort. Puis d'ailleurs, Charles Doris a eu des belles exemples dans les dernières années. Et là, Charles, vois-tu, là, il a commencé à se déplacer plus tard pour peut-être pogner des plus gros bas. Là, il trouve ça plus froid, évidemment. Là. Ben ouais, Puis, ils ont fait des belles chasses. Puis, il va y moins de chevreuil, il fallait jaser. Mais si je regarde, moi, mes années en Alberta, c'est pas mal égal, mais les super bocs, là, les vrais super bocs, je peux dire que c'était du 15 au 22 novembre. Ça, là, c'est là que les plus gros bocs meurent. Okay. Ben, Après super. Ça, là, tu peux avoir un coup de chaleur à la fin novembre qui tue bien raide. Là. Puis, comme je viens de mettre un article sur On Chasse, d'ailleurs, une entrevue d'1 heure, un peu comme ça, là, mais 1 heure là, sur l'effet de la pleine lune. Fait que les gens qui s'abonnent à On Chasse, là, ou qui prennent juste un mois d'abonnement, ils ont accès à toutes les 4 ans d'On Chasse. Puis s'ils trouvent que ça n'a pas valu la peine, ils se désabonnent un peu comme Netflix et compagnie. Mais allez lire écouter cette entrevue-là sur la Lune, c'est la première chose que je vérifierais, moi, avant de booker une chasse. Autant en Anticosti, en Alberta ou en Saskatchewan en novembre, est où la pleine Lune? Puis si la seule raison que j'irais en pleine Lune, c'est parce qu'elle serait en plein centre du mois de novembre. Dans le prime, là. Sinon, là, si elle est d'une extrémité ou d'une autre, j'essaierais de m'éloigner de ces deux-là. Même s'il y a une ouverture avec la CEPAC, qui est juste en début novembre, puis c'est pleine lune, je dirais, en bon québécois, je dis fuck you, attends une autre année. Okay. Puis, je ne prendrai pas de chance. Parce que la lune, elle n'empêche pas de marcher le chevreuil, la lune. Là. Elle n'empêche pas de jouer aux fesses. Elle empêche de marcher de jour. Ouais. La pression de chasse rend le chevreuil nocturne, et quand il y a la pleine lune, il le rend encore plus nocturne. Et là, tu as payé, tu es là, c'est ça tes semaines. Fait que moi, je regarderais la première affaire, ma lune, avant de booker. Puis si la lune est propice, ben Saskatchewan, ça serait un peu plus tard que la mi-novembre. Puis Alberta, 7-8 novembre jusqu'au 18, j'essaierai d'être là-dedans. Passer le 18, là, il y a déjà du bas. Tu sais, puis il faut que vous compreniez, là, quand un bas est mort, il est mort. Si c'était le 4e party de la loge, là, il y a déjà 3 parties qui ont récolté des bocs. Ils ne sont plus là, les autres. Là. Ça fait que quelque part, là, il faut que tu comprennes que plus tu retardes, moins il y a de sujets sur le terrain. Exact. Hey, je m'en vais manger ma soupe, ma blonde m'attend. Hey, mais Louis, reste juste, on va fermer le live, mais on reste une couple de minutes ensemble là, pour finir ça juste entre nous autres. Là. Bon, ben super. Okay. Hey, merci tout le monde. Je reste en ligne. Bon, super. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours continuer à commenter ou à partager. Louis va pouvoir avoir accès à ça. Il va venir répondre sous aux commentaires. Donc, il y a beaucoup de merci, en tout cas. Oui, puis nous autres ici, on vous remercie d'avoir été là toute la soirée. Et à ceux qui vont réécouter par après aussi, on vous remercie de le partager. Puis c'est plein d'informations. On se revoit bientôt. Merci à tous. À bientôt.